Connectez-vous, c'est très urgent. C'est très urgent. Connectez-vous. C'est très urgent. Connectez-vous. Dans cette guerre de l'Europe, quel intérêt la France aurait-elle dû aménager une force qui était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière. Il y a ils ont été associés. L'Arabie Saoudite qui a été associée. Vous avez été au cœur du système libre. Quel intérêt la France aurait-elle dû aménager les forces qu'elle était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté. Dans cette guerre de l'ombre, quel intérêt la France aurait-elle dû aménager les forces qu'elle était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment, ou dont elle retarde l'exploitation, mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako, pour forcer le Sud à accepter, à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord, c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie, donc on travaille la main dans la main. Donc c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie
se retrouve à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord Mali. Il existe des gisements en quantité non négligeable, mais dans une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux 2/3 de l'Europe. Il y a donc très peu de puits dans cette zone, en tout cas pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin. Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. En mai 2014, Obama annonce qu'il va consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le terrorisme mondial. But as we move to a train and advise mission in Afghanistan, our reduced presence there allows us to more effectively address emerging threats in the Middle East and North Africa. So earlier this year, I asked my national security team to develop a plan for a network of partnerships from South Asia to the Sahel. « 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats arabes unis y ont été associés, l'Arabie saoudite y a été associée. Vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis, ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale, car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année ? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire.
Il faut que je montre les deux vidéos avant de lancer le direct. Je vous montre les deux vidéos avant de lancer le direct. Arrête, oui. Je vous montre les deux vidéos avant de continuer. En Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. En Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. En Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. En Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. En Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. Je vous ai mis ces deux vidéos. Les deux vidéos là, c'est pour justifier le direct d'aujourd'hui. Il faut que le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso sortent de toute urgence de la CEDEAO et mettre sur pied l'Organisation des pays africains du Sahel. L'OPS, Organisation des pays africains du Sahel. L'OPAS. Parce que les Américains, via la CEDEAO, vont envoyer les troupes là-bas, parce que c'est la CEDEAO qui a demandé. Il faut que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry sortent de la CEDEAO. C'est tellement urgent que s'ils ne sortent pas,
Je vous donne rendez-vous en janvier. Vous allez voir de vos propres yeux. Je dis qu'il faut que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry sortent de toute urgence de la CEDEAO. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Ils doivent sortir de toute urgence de la CEDEAO. On est en train de préparer d'envoyer les troupes là-bas. Le premier document que vous venez de voir, je vous ai dit l'autre jour que c'est une histoire de pétrole, de gaz et de l'eau douce. La France était au Mali. Le territoire malien était occupé par les djihadistes à 60%. Les Maliens ont chassé les hommes politiques. Les militaires maliens ont chassé les hommes politiques maliens avec le peuple malien. Les militaires se sont assis. Les militaires ont modifié les accords de défense avec la France. Les militaires ont signé les accords de défense avec la Russie. 3 mois, les djihadistes ont fui le territoire malien. La France est sortie du territoire malien, allait s'installer au Burkina Faso. 3 mois plus tard, le Burkina Faso, son territoire est occupé par les djihadistes à 40%. Lorsque nous disons que les présidents africains qui ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer, leurs pays vont disparaître. Parce que je vous ai dit l'autre jour, les multinationales ne veulent plus d'État. Ils veulent des territoires de no man's land, où c'est des territoires de non-droit. À ce moment-là, c'est eux qui vont mettre un El Capo d'outils. Ce que je vous dis là, c'est en train d'être effectué à l'est du Congo. L'est du Congo n'a que des chefs de guerre. Toi, tu exploites la bauxite. Toi, tu exploites le cobalt. Toi, tu exploites le tungstène. Toi, tu exploites... C'est comme ça partout à l'est du Congo. C'est ce modèle qu'on veut généraliser partout en Afrique. Et je ris lorsque je vois des pays africains qui essayent de mordre à la moisson en pensant qu'eux, ils seront évités. J'ai suivi un autre direct d'un jeune garçon qui ne connaît rien. Il doit apprendre encore ses leçons. Mais comme il ne connaît rien, je vais un peu l'éduquer. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Quand tu ne connais pas l'histoire, ne viens pas raconter des bêtises. Ne viens pas raconter des bêtises. Je te rappelle, toi, le petit Ivoirien, qui raconte les bêtises sur le Mali. Tu as entendu parler de Samori Touré? Samori Touré a lutté avec la France. L'Empire du Soudan. Toi, tu appelles Mali. Nous, on appelle l'Empire du Soudan. Tu as entendu parler de la Fédération du Mali qui regroupait à l'époque le Soudan, le Sénégal, le Bénin et le Niger. Tu as entendu parler de ça? L'Empire du Mali. Donc, toi, tu sors d'où avec l'Azawad? L'Azawad est né quand? L'Azawad, c'est une fabrication de la DGS, de service de renseignement français. C'est une création de la France. Tu viens d'où avec l'Azawad? L'Azawad, c'est une création des services de renseignement français. De quoi tu viens parler? Je vais vous montrer une vidéo.
Samori Touré a lutté avec la France pendant 15 ans de combat. Parce que l'empire de Samori Touré partait du Mali actuel jusqu'en Guinée-Conakry, jusqu'au Sénégal. Toi, tu viens aujourd'hui, vous les enfants, en tout cas, nous sommes là, sur la toile, c'est pour vous éduquer. Je sais que ce n'est pas de votre faute. Quand tu es ignorant, c'est comme ça. Mais on ne va pas t'en vouloir parce que tu es ignorant. Mais apprends. C'est important d'apprendre. Je vous mets une vidéo, je veux que vous écoutiez. Mais malgré ses 30 000 hommes, Samori résistera difficilement à la puissance de feu française. Obligé de se replier, il est capturé en 1898. On le voit... L'armée française progresse maintenant au nord du Dahomey. Mais la résistance va être d'une toute autre ampleur lorsque les officiers coloniaux vont affronter Samori Touré, chef guerrier mandingue, régnant sur plus de 400 000 km². Un vaste empire nomade, unifié par l'islam, qui s'étendait de la Guinée actuelle à la Côte d'Ivoire et jusqu'au Burkina Faso. Pendant 15 ans, Samori Touré va se battre contre les Français. Mais malgré ses 30 000 hommes, Samori résistera difficilement à la puissance de feu française. Obligé de se replier, il est capturé en 1898. On le voit sur cette photographie, écouter la sentence qui le condamne à l'exil sur une île du Gabon, où les conditions de détention seront telles qu'il mourra rapidement d'une pneumonie. Avec la chute de Béhanzin, puis de Samori Touré, et bientôt celle d'Amadou le Tout-Couleur au Mali, s'en est terminé au tournant du XXe siècle des empires africains qui ont résisté tant qu'ils le pouvaient, avant finalement d'être tous balayés. Je préfère te montrer... Comment est protégé Kim Jong-un? Il est considéré comme un demi-dieu dans son pays. À la tête de la Corée du Nord depuis 2011, Kim Jong-un est l'un des dictateurs les plus sanguinaires encore en exercice. Comment est protégé? Voyez-vous, ça ce sont les faits historiques. On est en 2022. Ça recommence. Et vous avez des gens, des Africains, qui pensent que ce que nous disons, non, il faut soutenir parce que, vraiment de Dieu, c'est la dictature. Et un député français vient de dire, rester au Sahel, c'est pour garantir leur liberté. C'est pour ça que je vous avais dit, toujours avoir les dictionnaires étymologiques. Lorsque tu sais l'origine d'un mot, tu ne dois pas l'utiliser n'importe comment.
On vous a dit, restez au Sahel, ça garantit leur liberté. Ça questionne le mot liberté. Il faut, en même temps que le jeune capitaine du Burkina Faso arrête avec les interviews. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de faire des interviews. Il n'a pas besoin. Il doit se faire rare. Il doit prendre les cours chez Assimi Goïta. Il est entouré de 6 colonels. Ce sont les chiens de garde. C'est eux qui parlent. Donc, ils ont bien compris l'erreur de Sankara. Ils ont changé de tactique. C'est les autres qui parlent, mais le chef ne parle pas. C'est Sankara qui parlait. Les autres ne parlaient pas. À l'heure actuelle, Assimi Goïta, il a renversé. Lui, il ne parle pas, c'est les autres qui parlent. Quand Choguel Kokala Maïga a parlé à l'ONU, on a dit wow. Il est tombé malade dessus de fatigue. On a nommé Abdoulaye Maïga. On dit non, bon, c'est un jeune, c'est un militaire, il est jeune. Je vous lis la thèse de son doctorat en France. Abdoulaye Maïga, la thèse de son doctorat. Le titre. La thèse du doctorat du Premier ministre par intérim malien, Monsieur Abdoulaye Maïga. Université Lyon Moulin 3. Doctorat de sciences politiques. Option sécurité internationale et défense. Abdoulaye Maïga. La crédibilité de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest dans la quête de la paix et de la sécurité. Il sait de quoi il parle. Il connaît bien son ennemi. Il a écrit une thèse sur ça. Il n'est pas M. Damiba qui a écrit quelque chose. Il est président, il essaie d'appliquer ce qu'il a écrit. Parce qu'il suit le papier qu'on appelle agent. Le papier. Damiba. Ça, c'est la thèse de Kokel Shoga, de Abdoulaye Maïga. Je répète, il faut que le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso sortent de la CEDEAO. Dès que vous sortez, je vous rappelle que la Grande-Bretagne, ayant compris que l'euro va s'écrouler, allez, sont sortis. Ça ne nous intéresse plus. Cher président africain, dès comment vous comprenez que un pays comme le Mali, les terroristes ont occupé le territoire à près de 60%. Les Maliens sont assassinés. Les militaires maliens sont assassinés. On ne voit pas la CEDEAO. La seule préoccupation de la CEDEAO, c'est l'élection. Le territoire est occupé à 60%. La CEDEAO ne dit rien. Mais lorsque d'autres personnes arrivent, donc, les intérêts de la CEDEAO ne sont pas les intérêts du peuple malien. Et j'envoie le même message au peuple burkinabé. Votre intérêt n'est pas l'intérêt de la CEDEAO. Il faut que vous compreniez ça bien. Votre intérêt n'est pas l'intérêt de la CEDEAO. Votre intérêt est différent de l'intérêt de l'élite burkinabé.
l'élite burkinabé, leurs intérêts sont convergents avec l'intérêt de la CEDEAO. Mais le peuple burkinabé, ça n'intéresse pas la CEDEAO. J'exhorte le capitaine Ibrahim Traoré que si la CEDEAO veut venir au Mali, au Burkina Faso, allez recevoir la CEDEAO à Djibo. Allez les recevoir à Djibo. Vous leur dites d'atterrir à Djibo. Vous allez voir comment les djihadistes vont reculer. Ils vont laisser la CEDEAO atterrir. Donc vous allez comprendre, vous allez savoir qui est votre ennemi. Parce que c'est les djihadistes qui ont massacré près de 100 militaires burkinabés laissent l'avion de la CEDEAO atterrir à Djibo. C'est clair, votre ennemi c'est la CEDEAO. Allez les recevoir à Djibo. Il n'y a plus question que vous les recevez à Ouagadougou. Ça ne sert à rien. Tous les autres pays africains qui pensent que ça ne va arriver qu'au Mali, c'est depuis 2018 que je vous ai donné l'agenda ici. La deuxième conférence de Berlin s'est tenue en Angleterre. Ne voyez pas la gesturation qu'on fait là. Ne voyez pas ça. Ils ont tenu une réunion pour le partage de l'Afrique. Ils ont exclu la Russie. Écoutez-moi bien, ils ont exclu la Russie. La Russie a appris des erreurs du passé. Elle est entrée en Afrique, au Soudan, comme elle est entrée au Soudan. La condition, on a trompé le peuple soudanais comme d'habitude. Ils ont cherché Omar El-Béchir en lui disant, on va vous donner l'argent. Dès qu'ils ont chassé Omar El-Béchir, ils n'ont pas donné l'argent. Ils ont dit non, vous avez chassé Omar El-Béchir, c'est une bonne chose, mais il faut interdire la Russie de mettre une base militaire là-bas. C'est pas ce que vous avez dit. Jusqu'à présent, le Soudan n'a rien reçu. Le pays est en lambeaux. Or, quand Omar El-Béchir était là, ça marchait. Ils ont exclu la Russie. La Russie est donc venue donc prendre pied. Comme on dit souvent que à quelque chose, malheur est bon. C'est la France. Pensant tromper un président africain, a dit, avec une désinvolture, c'est la Russie qui empêche qu'on vous donne les armes. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait à la Russie? Pose la question au président Touadéra. Ah, c'est la Russie qui empêche qu'on vous donne les armes. Donc je peux m'adresser à la Russie pour savoir le problème. Macron répond oui. Papa, c'est là où le président Touadéra se rappelle qu'il y a l'ambassade de la Russie à Bangui. Il fait appel à l'ambassadeur. L'ambassadeur lui dit, j'ai compris. Je vais envoyer le message. Il envoie le message à Sergei Lavrov. Sergei Lavrov lui dit qu'il est invité à Moscou. On l'attend. On envoie un vol spécial qui vient chercher le président à Bangui. Ça va arriver à Moscou. Je n'ai pas mis le droit de veto pour rien. C'est une jurisprudence de l'ONU que j'ai juste relevé. Lorsqu'on saisit les armes dans un terrain de guerre, les armes là sont brûlées. Les armes que l'ONU a à l'heure actuelle, c'est les armes qu'on a saisies en Somalie. Ces armes doivent être détruites.
Parce que c'est comme ça que c'est à l'ONU, quand on saisit les armes, on les détruit. 1500 armes. C'est que là-bas, devant le président centrafricain, c'est combien d'armes? Le président centrafricain dit, c'est 1500. Lavrov répond au président centrafricain, mais les 1500 armes là, c'est les armes qu'on a saisies en Somalie. Donc c'est ça que la France veut vous vendre. Maintenant, on va vous vendre ça. On va les brûler. Donc, ces 1500 armes, moi, je vais te donner les armes, les munitions, avec les conseillers militaires. Tu es d'accord? On signe rapide. Le président centrafricain dit que mais, je n'attends que les armes. C'est comme ça que, aux âmes bien nées, la valeur n'attend jamais le nombre d'années. La France elle-même a livré la Centrafrique aux Russes. Les Russes sont venus en Centrafrique. Ils ont chassé les rebelles. Je dis bien chassé. Chassé de telle sorte qu'il a fallu juste un seul Sukhoi qui est parti du Soudan a balayé avec le radar tout le territoire centrafricain. Localisé les points de rebelles par-ci, par-là, par-là. Quand ils sont revenus pour une deuxième fois, le même Sukhoi est revenu 3 semaines plus tard. C'était des bandades dans la forêt centrafricaine jusqu'aujourd'hui. Chasser les rebelles centrafricains, il est allé les déposer à la frontière avec le Tchad. C'est là-bas où Bozizé se retrouve. La même France vient aujourd'hui dire aux Africains, nous vous disons de vous méfier de la démocratie. Depuis que la démocratie est venue en Afrique, qu'est-ce qu'on a reçu? La démocratie, c'est le démantèlement de nos États au profit d'une élite corrompue. Comment vous expliquer? Nous sommes dans la dictature. Il y a les bornes fontaines. Nous sommes en démocratie. Il n'y a plus de bornes fontaines. Nous sommes en dictature. Il y a les moyens de transport, bus. Tu voles l'argent, on t'arrête, on te met en prison. Tu voles l'argent aujourd'hui, on te dit droit de l'homme. On ne négocie pas. Mon père a fait la prison. Il a demandé pourquoi il a envoyé son fils en France. Il dit non, j'ai pris le crédit. On lui dit non, va d'abord à Konengi. C'est après qu'on a jugé, on dit que non, il n'a rien fait, va travailler, va continuer le travail. Va continuer le travail là. Il n'a plus occupé le poste qu'il avait. Parce que mon père était trésorier payeur général. Mon père qui gérait l'argent de la prison de Konengi. Quand on l'a affecté à Yaoundé, c'était lui qui gérait l'argent de Konengi. Dès qu'il a envoyé son fils en France, on dit que non, il a pris l'argent, On dit que mais voilà le crédit. On dit non. Et voilà le crédit. On l'a enlevé là, on l'a envoyé. Il est allé voir Aïssim Vodo. C'est comme ça qu'Aïssim Vodo l'a muté. Aïssim Vodo l'a muté. On l'a muté dans le ministère de l'administration territoriale. Il est parti du ministère des Finances pour le ministère de l'administration territoriale. Aujourd'hui, on vous dit que l'université de Douala n'a pas la lumière. Pourquoi, quand tu peux poser la question, pourquoi l'université de Douala n'a pas la lumière? Je vous ai dit ça ici, non? Parce que l'argent qu'on verse à l'université de Douala part d'abord au trésor. Maintenant, l'université va attendre le budget qu'on va voter. Maintenant, l'université ne gère pas son argent. Le seul compte que l'université de Douala gère, c'est le compte des cours du soir que avait lancé l'université de Douala
à l'unité de Douala. Mais la question que nous nous posons, c'est comment l'université de Douala peut ne pas payer l'électricité jusqu'à un coup. Ce n'est pas simple. Ce sont, comme on a démantelé la France. Moi, je suis ici, dans ce pays-ci. On connaît une seule entreprise qui distribue l'énergie. Papa, c'est Hydro-Québec. Je ne sais pas s'il y a une autre société qui distribue l'énergie. Parce que les gens ici là, ils ne s'amusent pas avec leurs choses. Ils ne s'amusent pas avec leurs choses. Tu pars en France, il y a environ 42 entreprises qui distribuent l'électricité, mais on a démantelé EDF qui produisait l'énergie. Voilà en général ce qui va arriver aux pays africains. Parce que la France se retrouve en danger. Et elle est vraiment en danger. Là où ils sont là, ils jouent leur va-tout au Sahel. Ils ne veulent pas quitter. S'il vous plaît, tous ceux qui sont dans les forats des Burkinabés, mettez le message, sortez de toute urgence de la CEDEAO. De toute urgence. Mettre sur pied l'Organisation africaine des pays du Sahel. L'OAPS. Mettez sur pied, ça va faire Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso. La France est partie du Mali. Le territoire malien est occupé à 60% par les terroristes. La France est installée au Burkina Faso. 6 mois plus tard, le territoire malien, burkinabé est occupé par les terroristes à 60%. Moi, je dis aux Africains, vraiment, de se réveiller. C'est difficile, mais il faut se réveiller. Parce que ce qui va se passer là, quand ils vont finir avec l'Afrique de l'Ouest, ils vont venir en Afrique centrale. Ne vous gênez pas. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils sont venus pour nous coloniser. C'est maintenant que les pays africains, maintenant que les pays de la CEMAC doivent apporter de l'aide aux pays de l'Afrique, au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée-Conakry. C'est maintenant que les pays là doivent envoyer de l'aide. Parce que quand ils vont finir là-bas, ils vont descendre. Ils condamnent le Mali. On a applaudi l'office d'Idriss Déby. Militaire au Tchad, militaire au Mali, militaire en Guinée, mais c'est le Mali qui est le problème. C'est là-bas où il y a toutes les richesses au Mali. C'est là-bas. La plus grande, c'est là-bas. La plus grande partie d'hydrocarbures, c'est au Mali. Et l'or. Voilà la vérité. Tout ce qu'ils vous racontent là, c'est des bêtises. La France a commis l'erreur de n'avoir pas changé son disque dur. Le monde évolue. Elle est restée avec une politique qu'elle a mise sur pied en 1945. Elle est restée avec ça. Tout est dynamique dans la vie. Je répète, tout est dynamique. Aujourd'hui, elle est dépassée par les événements. La jeunesse est en train de pousser. Et la jeunesse va la renverser. C'est inéluctable. Elle sera renversée par la jeunesse.
puisque elle a mis les gens au pouvoir, ces gens s'accaparent du peu qu'elle laisse, la jeunesse va leur dire, allez-y. On est en train de voir. C'est comme ça. À bon entendeur, salut. Bonne soirée à vous tous.